Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 5e émission d'Hexagone. Et pour ce jour, nous recevons Fabien Roussel. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, vous êtes secrétaire national du Parti communiste, député de la 20e circonscription du Nord, c'est bien ça? Vous savez que cette émission s'appelle Hexagone, donc elle parle de la France. Comment vous pourriez définir votre rapport à la France? Charnel, parce que je suis forcément amoureux de mon pays, c'est une banalité, mais je le vis dans la chair. J'adore le rencontrer et le fait que j'ai été candidat à l'élection présidentielle et que je suis un responsable national d'un parti me fait beaucoup aller à la rencontre de nos concitoyens. Et c'est vrai que cette rencontre, quand je dis qu'elle est charnelle, c'est que j'aime bien voilà, toucher, avoir des rencontres directes, avoir des rencontres qui sont physiques, parce que voilà, on se voit, on apprécie, on ne parle pas que de politique. On rencontre des usines, on touche des objets, on mange, voilà. La France, c'est tout ça. Alors justement, vous aimez bien montrer cette image de vous très français, voire franchouillard. Est-ce que c'est la réalité ou c'est une image que vous voulez donner? Non, c'est pour ça que je le vis comme ça, et donc chacun de mes déplacements fait, à chaque fois que j'ai une réunion publique dans un village, dans une commune de France, à chaque fois je vais ou visiter une entreprise, rencontrer une association, des élus, mais à chaque fois j'ai la pause gastronomique, rencontrer, mais c'est pas que ça, derrière il y a des... Et la pause barbecue, mais ça... Ouais, mais c'est pas que ça, c'est les traditions, c'est le terroir, c'est la France. La France, c'est une république, une histoire, une révolution, des pages heureuses comme des pages sombres. Ça, c'est une histoire, c'est la France. Mais c'est aussi ce qui peut aussi nous rendre fiers, sa culture, ses traditions et tout ce que les Français aiment dans leur grande diversité, qui ne s'arrête pas à l'Hexagone d'ailleurs. Non, vous avez quitté la France 2 ans, si je ne me trompe pas, quand vous étiez adolescent, pour rejoindre votre père au Vietnam, qui était journaliste à l'Humanité. Est-ce que quand on a vécu à l'étranger, on porte un regard différent sur la France? C'est ce que j'allais vous dire, c'est que aller à l'étranger, découvrir un autre pays, une autre culture, c'est mieux découvrir son propre pays, sa propre culture. Parce que quand je suis revenu de ce voyage à l'étranger, j'ai redécouvert mon pays avec plus de force parce que j'ai pu le comparer avec un autre et voir ce qui faisait notre force, ce qui est beau, ce qui est différent, ce qui est moins bien qu'un autre pays. Et donc c'est pour ça que je me bats beaucoup pour qu'on investisse dans notre jeunesse et que notre jeunesse puisse voyager à l'étranger et qu'il puisse le faire le plus possible, parce que aller à l'étranger, découvrir d'autres cultures, c'est se découvrir soi-même. On reviendra sur la jeunesse tout à l'heure. Une question encore sur votre histoire personnelle qui est très liée à celle du Parti communiste. Votre père était communiste, votre meilleur ami Olivier Marchais était communiste. Est-ce que pour vous c'était une évidence de l'être? Non. Alors, je vais vous laisser d'abord répondre à ça. Non, parce que même si j'ai baigné dans ce milieu, j'ai voulu faire mon parcours et je suis toujours très critique vis-à-vis de moi-même et de mon parti, parce que je pense qu'il ne faut pas être dogmatique en politique. Il faut toujours douter, s'interroger, écouter. Et c'est pour ça que ce n'était pas une évidence. Et que je me dis, il y a une expression au Parti communiste, on dit au Parti communiste, le soir, on déchire sa carte parce qu'on sait, et le lendemain, on la reprend parce qu'on aime bien débattre, on a des désaccords entre nous, puis le lendemain, on se dit, quand même... Mais est-ce que ça veut dire que parfois, vous vous sentez en porte-à-faux avec ce parti? Non, pas en porte-à-faux. On a des débats. Des différences d'approche, des différences d'analyse. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir se retrouver pour pouvoir se battre ensemble, parce que l'union fait la force. Et donc, c'est important qu'on soit unis. Et on est un parti où voilà, on s'affronte le moins possible, parce qu'on arrive à s'accorder sur l'essentiel. En quoi c'est un parti qui a encore sa place aujourd'hui, hein, il a eu une place importante dans l'histoire de France. En quoi il est encore moderne? Parce que nous réactualisons sans arrêt notre pensée, justement. Nous sommes très autocritiques, très à l'écoute de la société. Mais aussi, je vais vous dire pourquoi on a toute notre place aujourd'hui, parce que entre une gauche très libérale,
et une gauche très injurieuse, hein, et vous voyez de qui je parle, eh bien, je pense qu'il y a largement de la place pour une gauche républicaine, progressiste, révolutionnaire en même temps, qui transforme la société et qui modernise toujours notre République dans le respect de ses valeurs fondatrices. Alors moi, je ne voulais pas vous parler tout de suite de l'union des gauches, mais puisque vous venez sur le sujet, vous dites qu'il y a 3 gauches. Est-ce que ces 3 gauches-là sont irréconciliables en vue de la présidentielle? On voit que pour les européennes, on rappelle, le 9 juin, chacun y va avec sa propre liste. Hein. Vous n'avez pas cité les écolos, qui sont encore classés dans les partis de gauche. Mais est-ce qu'au fond, tout ça est la meilleure méthode, d'y aller de façon séparée? Mais d'abord, j'aime pas l'expression gauche irréconciliable, comme si on ne se parlait pas et qu'on ne pouvait jamais travailler ensemble. On est irréconciliable quand on s'insulte, et parfois il y en a qui fusent. Ça arrive, hein. Et donc là, pour le coup, oui, l'insulte ne fait pas partie de ma manière de faire de la politique. Mais pour le reste, dans les différentes formations politiques de gauche, il y a des militants, il y a des élus, on travaille ensemble, dans des villes, des départements, des régions, et donc on sait se mettre au service d'un projet commun. Et les élections, elles servent à ça. Les élections, elles permettent, dans un premier tour, de dire quelle est notre préférence quand il y a plusieurs courants de pensée, que ce soit à gauche ou à droite, et puis ensuite on arrive à se rassembler dans un second tour. Pour, oui, mais la multiplicité des candidatures peuvent empêcher un candidat d'accéder au deuxième tour. Sauf que la multiplicité des candidatures jusqu'à maintenant n'a jamais empêché un candidat de gauche de gagner, et quand on regarde l'histoire, des candidats de gauche ont su gagner les élections présidentielles malgré plusieurs candidatures au premier tour. Et je dirais même qu'à l'inverse, quand il y a eu un candidat unique de la gauche, c'était notamment en 1974, François Mitterrand, le Parti communiste n'avait pas présenté de candidat, eh ben, il n'avait pas de force au second tour pour pouvoir l'emporter. Donc, la richesse de la démocratie française, c'est qu'on puisse avoir des débats politiques et que les Français puissent choisir ce qu'ils veulent. Et ce qui serait contrariant, ce qui ne serait pas juste, c'est que dès le premier tour, on élimine ce que l'on ne veut pas et qu'on choisisse par défaut. Le choix par défaut. C'est ce que disent les Français aujourd'hui. On ne choisit pas un candidat, il est systématiquement par défaut. Voilà. Et donc, laissons la démocratie s'exprimer. Ça doit être vif, oxygénant, positif. Ce qui manque à gauche, c'est pas le fait qu'on soit 2, 3 ou 4 candidats. Ce qui manque, c'est que l'addition de toutes ces forces ne dépasse pas les 50%, et qu'aujourd'hui ça fasse à peine 30%. C'est ça le problème. Alors, je ne sais pas, vous avez vu sans doute ce sondage qui donne François Ruffin à égalité avec Marine Le Pen en cas de deuxième tour. Est-ce que s'il devait être le candidat de la France Insoumise, vous seriez, vous, tout de même aussi candidat? Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas vu, ce sondage. Donc, je ne le connais pas. Bon. Mais non, mais j'en ai entendu parler, j'ai lu des articles, et il y a des chiffres qui sortent, mais nous n'y avons pas accès à ce sondage. Donc j'aimerais bien le connaître. Vous en doutez? J'aimerais bien le connaître, parce que ça, après, vous savez, en politique, il y a beaucoup de com' quand même, hein, y compris on utilise des sondages. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc, message à l'équipe de François Ruffin, on aimerait voir le détail du sondage. Oui, parce que sinon, effectivement, c'est de la com. Pour parler d'élections présidentielles, nous sommes là aujourd'hui en élection européenne. Bon, François Ruffin soutient les Insoumis, il fait partie de l'équipe des Insoumis, Manon Aubry, ils partagent leur projet. Donc c'est d'abord sur la base d'un projet qu'on se détermine. Et je sais que sur cette base-là, pour répondre à votre question, la deuxième question, nous n'avons pas le même projet. Alors, et entre la gauche que je défends et celle que défend les Insoumis et que partage François Ruffin, nous n'avons pas le même projet. Quel serait le point, alors, puisque vous défendez la liste de Léon Desfontaines, qui est la tête de liste pour le Parti communiste, pour les élections européennes, quels seraient les points forts de distinction de vos projets? Vous êtes pour la réindustrialisation, vous êtes pour une remise en cause du prix de l'énergie, enfin du pacte européen pour l'énergie, et un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des choses, des points sur lesquels vous êtes vraiment en désaccord? Mais d'abord, il y a des défis immenses que nous devons relever. Le défi écologique est celui de la réindustrialisation de la France pour répondre à nos besoins, et ça va de pair avec la transition écologique, c'est-à-dire produire ici pour éviter d'importer avec les émissions carbone importées. Quand même quand on est face à des géants comme la Chine et l'Inde? Justement, dans ce défi écologique que nous devons relever, et en y mettant la réindustrialisation de la France,
et nous y tenons. Sur ces sujets-là, nous n'avons pas le même projet à gauche que les écologistes ou que les insoumis. Nous n'avons pas le même projet parce que eux défendent l'idée que la croissance liée à l'industrie, l'activité économique, ils n'en veulent pas. Voilà, ils sont, ça pour les écologistes. Ouais, mais aussi les insoumis, ils sont là-dessus. Et donc, nous ne partageons pas ce point de vue. Nous disons qu'il faut produire ici et en Europe ce dont nous avons besoin, et il faut produire. Voilà, le productivisme. Mais comment on y arrive ? On y arrive par une intervention de l'État ? Et donc, j'y viens. Et donc, le productivisme vert, si je peux me permettre, nous le défendons, eux sont contre. Et pour y arriver, nous disons que les moyens pour y arriver, ça passe par une politique énergétique forte, ambitieuse, s'appuyant sur un mix nucléaire et renouvelable. Ils ne le partagent pas non plus. Or, j'aimerais bien qu'ils me fassent la démonstration que c'est possible sans nucléaire. Aujourd'hui, je ne connais personne qui le fasse. Voilà. Et donc, ce sont pour moi des sujets qui sont importants, structurants pour l'économie française. Maintenant, comment y parvenir ? D'abord, il y a le projet français, il y a le projet européen qui doivent s'imbriquer ensemble. Et ces défis-là, il faut qu'ils vivent ensemble. La France seule ne relèvera pas ces défis. Je le dis sincèrement. Géant, hein, ouais. Et oui, la France et les autres pays de l'Union européenne doivent travailler ensemble pour relever ces défis parce qu'ils sont déterminants pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Mais pour cela, il va falloir déployer des investissements publics colossaux. Est-ce qu'on a les moyens Colossaux. de ça ? Est-ce qu'on a les moyens ? Oui, parce que si je vous disais qu'on n'avait pas les moyens, que ça va être dur et qu'il va falloir serrer la ceinture, on se fait une dépression, on arrête tout et puis on profite des dernières années. Donc non. Ça se fait par une intervention de l'État. Et ça se fait par... je ne veux pas être collectiviste comme ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut se dire qu'il va y avoir besoin d'investissements colossaux pour transformer notre économie. Et ces investissements, ils doivent être autant publics que privés. Ça ne peut pas être le public qui paye tout. Donc, c'est pour ça que je ne réponds pas à votre question. Par exemple, prenons Duralex, que vous défendez aujourd'hui, qui est menacé de fermeture aujourd'hui. Vous demandez une réduction drastique de sa facture d'électricité qui l'empêche de pouvoir donc subsister. Qui paierait cette facture aujourd'hui d'énergie ? Nous payons, nous décidons. Nous payons, nous, vous, moi, madame, les entreprises, les ménages. Les gens qui nous regardent. Nous payons notre facture d'électricité. Et dans la facture d'électricité, nous avons fait les calculs. Il y a une part pour la production, une part pour la distribution et une part pour les investissements à faire. Et nous avons fait les calculs qu'avec une électricité qui coûterait 2 à 3 fois moins cher que celle qui est facturée aujourd'hui des Français, non seulement nous payons tout ça, mais nous proposons des tarifs encore moins chers que ceux des heures creuses, et nous payons les investissements des 25 prochaines années dans le nucléaire et le renouvelable. C'est possible. C'est possible. Le problème aujourd'hui, c'est que dans la facture d'électricité, une part de la facture, elle est composée de TVA, qui est énorme, mais aussi liée à la spéculation européenne, du marché européen de l'énergie. Nous devons sortir de cette spéculation. Alors ça, je sais, vous le proposez dans votre projet pour les élections européennes, mais est-ce qu'on peut sortir de ça ? On est liés par des pactes. Ceux qui ont fait le choix de nous lier à ce marché européen de l'énergie ont eu tort. Et aujourd'hui, les peuples peuvent décider de se retirer. Les Espagnols l'ont fait, les Portugais l'ont fait, la France peut le faire. Et quand je dis ça, je le dis dans un esprit de responsabilité, c'est-à-dire non seulement pour retrouver notre indépendance énergétique et produire l'électricité la moins chère, la plus décarbonée d'Europe, mais en même temps tout en conservant des liens avec les pays qui nous entourent et continuer de travailler avec eux et de leur fournir de l'électricité quand ils en ont besoin, mais à des prix vachement avantageux pour eux. Et de la même manière, quand nous en aurons besoin, ils nous en fourniront quand les capacités le permettent. En tout cas, soyons dans un esprit de coopération gagnant-gagnant plutôt que dans un esprit spéculatif où tout le monde perd, sauf les marchés financiers et les industries privées de l'énergie, alors qui, eux, se sont fait beaucoup d'argent.
Alors, vous êtes également pour une Europe sociale, c'est aussi dans votre projet. Alors, comment on y arrive quand on voit qu'il y a autant de disparités sur le salaire minimum, que certains pays ne l'ont pas? Si on prend la Bulgarie, on est autour de 346 euros par mois. On est loin de la France, qui est elle-même loin d'autres pays. Comment on parvient à une Europe sociale? Oui, mais justement, je crois que l'Europe sociale, elle nous a été brandie comme un hocher en nous disant Europe sociale, votez pour nous, vous aurez l'Europe sociale. Et on n'a rien eu de social, on a eu beaucoup d'Europe et on a perdu beaucoup d'emplois. Et donc, je ne dirais pas ça. Nous avons besoin de construire une Europe des peuples qui respectent les choix de chaque pays, mais qui permettent aussi à chaque pays de coopérer entre eux, de travailler ensemble sur des projets, sur des défis à relever. J'ai parlé de l'énergie, mais je pourrais parler de la réindustrialisation. Je pourrais parler aussi de l'intelligence artificielle, du vieillissement de la population qui va avoir le grand âge. C'est aussi beaucoup d'investissements qu'il va falloir faire. Et si chaque pays doit se débrouiller tout seul face à cela, on va avoir du mal. On a une jeunesse. Donc en fait, vous êtes pro-européen. Mais bien sûr. Mais bien sûr, je suis enthousiaste, mais une Europe qui nous respecte et qui ne nous tire pas par le bas. Il y a par exemple sur les droits des femmes. Alors j'allais vous en parler parce que rappelons que c'est quand même grâce au Parti communiste que les femmes ont obtenu le droit de vote qu'on vient de fêter. Là, tout à fait, le 80e anniversaire grâce à Fernand Grenier qui a déposé cet amendement en 1944. Pas forcément que ça vient du Parti communiste. Vous pensez que l'égalité homme-femme, elle existe réellement? Non, elle n'existe pas, mais parce que cette Europe-là tire tout le monde par le bas. Alors qu'il y a des pays qui ont mis en valeur, qui ont voté des lois en faveur des droits des femmes, de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, pour le respect de l'IVG, eh bien nous, ce que nous proposons, c'est de faire valoir la clause du pays, la clause la plus favorable aux droits des femmes de chaque pays, et qu'elle soit applicable à tous les pays. Que l'on prenne le meilleur de chaque pays en faveur des femmes et qu'on l'applique à tous. Bon, ça, c'est pas gagné avec 27 pays. Non, oui, mais si on prend le meilleur droit de chaque pays en faveur des femmes et qu'on l'impose à tout le monde, c'est possible quand même. Et ça tire l'Europe par le haut, les droits par le haut. C'est cette Europe-là que nous défendons. L'Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a mis en concurrence les uns avec les autres. Attention, les travailleurs polonais vont arriver, comme ils ne sont pas payés cher, les Français, vous devez travailler pour moins cher. Ils nous ont créé une Europe de l'exploitation et de la destruction du monde du travail. Le monde ouvrier a souffert de cette Europe-là, alors que l'Europe doit être source de prospérité, de progrès et de paix. On n'a ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de paix, vous vous prenez comme le parti de la paix. Les dépenses militaires dans le monde n'ont jamais été aussi élevées. Oui. 2 gros conflits sont en cours, et encore on ne parle pas du Soudan, mais je vous parle de l'Ukraine et de Israël-Gaza. Comment vous jugez la position de la France sur ces 2 conflits ? Ouais, voilà, il faudrait du temps, parce que c'est 2 grands conflits et qui ont une autre... Est-ce qu'elle vous semble équilibrée, la position de la France ? Non. Et en matière de droit international, la France devrait montrer qu'il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Il faut faire respecter le droit international et les résolutions de l'ONU, quels que soient les pays et les peuples. Il faut faire respecter le droit international en Ukraine, qui a été envahi par un pays, la Russie, et faire respecter donc les frontières de l'Ukraine. La France n'est pas suffisamment et la France s'est engagée auprès de l'Ukraine, comme d'autres pays, pour soutenir l'Ukraine et l'aider à se défendre contre l'agresseur. Mais la France doit faire respecter aussi les résolutions de l'ONU en Palestine, mettre fin à l'occupation illégale des territoires occupés, faire en sorte que le cessez-le-feu intervienne aujourd'hui à Gaza. La France, les États-Unis, l'Union européenne doivent faire respecter ces résolutions. Est-ce que la France a toujours les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'elle a toujours une place prépondérante dans le monde, comme elle a eu à une certaine époque? Enfin, la France, elle s'est montré ses biceps, M. Macron s'est montré ses biceps pour faire respecter l'Ukraine face à la Russie. Il est même prêt à envoyer des troupes là-bas, un peu de flagornerie de sa part d'ailleurs, parce qu'il ne le fera jamais. Et en revanche, ils sont où ces biceps pour faire respecter le droit du peuple palestinien, martyrisé aujourd'hui? Enfin, c'est en ça que ça suscite de la colère et qu'on se dit que la France n'est pas à la hauteur. Il y a eu des présidents de la République en France qui ont été aux côtés du peuple palestinien. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était le cas de Jacques Chirac. Notamment. Et donc, je pense que nous devrions avoir une voix plus forte qui respecte chaque peuple et qui demande à la stricte application des résolutions de l'ONU, quelles qu'elles soient.
il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous étiez président, quelles seraient les 3 premières mesures que vous prendriez immédiatement? D'abord, une première mesure en faveur du pouvoir d'achat, et tout de suite, j'agirai sur la facture d'électricité des Français, parce qu'elle a pris une place aujourd'hui qui est importante. Et donc, je sais qu'en faisant ça, on donnerait de l'oxygène à des familles, à des communes, à des entreprises, que ce soit le restaurateur du coin ou l'industrie, et ça donnerait un avantage compétitif à beaucoup d'entreprises. On réinvestirait, on relocaliserait, et ça, je le ferai tout de suite. Je ferai de la jeunesse de nos enfants une priorité nationale. Quand vous entendez parler de la délinquance de la jeunesse, parce qu'on généralise beaucoup, et des propositions qui sont faites par Gabriel Attal, qu'est-ce que vous en pensez sur la violence? Je dis qu'il faut remettre du bleu dans les yeux de nos enfants. Il faut qu'ils voient un horizon où ils se sentent en sécurité, mais où ils voient l'avenir, qu'on arrive à les projeter. Nos jeunes, nos adolescents, nos futurs adultes, ceux qui sont à l'école ou ceux qui se demandent là, qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine, dans quelle fac ils vont aller, ou Sciences Po. Mais enfin, il faut les faire rêver. Est-ce qu'on les fait rêver aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne leur parle que de punition. Alors, il y a des actes de délinquance, il y a une violence terrible qui s'abat dans l'actualité, on le voit tous les jours. Donc, il faut effectivement faire respecter les règles. Et si on voit qu'il y a une délinquance qui est de plus en plus jeune, adapter peut-être nos lois. Les internats, abaisser l'âge de la minorité, ça vous convient? Mettre tout ça en débat, oui. Et d'ailleurs, je lis que des magistrats qui s'occupent de la délinquance des mineurs disent qu'il y a un sujet quand même, il y a une violence qui est plus forte, plus jeune. Il y a d'autres magistrats aussi qui contestent ces mesures, en disant je ne parle pas des mesures d'Attal, mais j'ai lu oui. des magistrats qui disent « ayons des états généraux, parlons-en ». Et regardons ce qu'il faut adapter. Je suis pour me mettre à leur écoute, je ne suis pas magistrat, pas spécialiste. Je suis pour les écouter. Mais je dis aussi qu'il faut leur mettre du bleu dans les yeux, c'est-à-dire qu'ils puissent se projeter. Nos enfants, qu'ils puissent se projeter dans un avenir où on va se décider ensemble de se relever les manches et on va s'attaquer à l'écologie, à l'intelligence artificielle, à changer nos modes de production, à l'alimentation, à la politique sanitaire. Donner une perspective. Mais oui, il y a plein de gamins qui veulent s'investir dans un tas de métiers, être dans des ONG, des associations, dans l'international, le caritatif. Merveilleux. J'ai l'impression que toute cette énergie si belle, si riche, qui fait la force de notre pays, elle est étouffée, rabrouée. Et quand on les écoute un petit peu, hein, vous allumez le transistor de nos jeunes, de nos enfants, en Parcoursup, voilà, déjà ils se prennent une claque. Qu'est-ce qu'on leur propose pour l'avenir, pour la rentrée prochaine? L'école, de 8h à 18h dans les quartiers, c'est plus une école, c'est une caserne, hein, avec un uniforme. Et puis, en dehors de l'école, c'est le SNU. Enfin, c'est quoi? C'est ça l'avenir? Mais ils sont en train de briser nos mômes. Au contraire, je veux en faire une priorité. Donc, vous me dites ce que je ferai en tant que président. Voilà, il vous reste une mesure. Je veux faire de nos enfants une priorité nationale. Et donc ça veut dire investir dans l'école, faire en sorte qu'ils puissent se projeter dans un avenir, dans des professions, dans des métiers, et leur garantir le fait qu'ils auront un métier bien rémunéré et correspondant à leurs compétences. Et c'est la troisième mesure, je pense qu'il faut complètement réformer notre système du travail et de la formation. Je suis pour garantir à chaque citoyen français un emploi ou une formation sans perte de salaire tout au long de leur vie. On l'a déjà entendu, ça, tout le monde le garantit. Non. Je vous jure que non. Je vous jure que non, parce que j'ai une jeune femme que je reçois à ma permanence, maman de 3 enfants, au chômage, veut sortir du RSA, elle fait une formation, elle est rémunérée pour sa formation, 700 € par mois. Et pourquoi elle est venue voir son député? Parce que pendant qu'elle est allée faire sa formation pendant 3 mois, en se levant le matin et en rentrant le soir, elle a dû mettre ses 3 enfants à la cantine, à la garderie. Et elle est venue avec ses factures de 300 € à payer. Et elle ne peut pas les payer parce qu'elle a été rémunérée 700 € pour faire cette formation. C'est honteux. On ne va pas sortir la France, les femmes, les mamans isolées, de leur situation en faisant ça. Donc vous êtes opposé à cette réforme du RSA qui consiste à faire travailler les gens 15 heures par semaine, qui va entrer en vigueur je suis pareil, sans tarder. Pour les tirer par le haut. C'est-à-dire, je ne veux plus de RSA en France. Je suis anti-RSA. Je veux du travail, mais avec une rémunération digne. Et quand on se forme pour accéder au travail, eh bien, on doit avoir une rémunération correspondant. Enfin, se former 8 heures par jour, c'est comme si on allait au bosser quand même.
Alors je sais bien qu'on ne crée pas de l'activité pour une entreprise, on ne crée pas de la richesse, mais c'est de la richesse. On crée une richesse Mais humaine. c'est de la richesse à venir. Et on en a tellement besoin. Je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent, mais je ne trouve pas de gens formés, etc. Mais on va les former. Ils seront payés au minimum au SMIC pendant ce temps de formation. Et puis, ils pourront payer la garderie des enfants. Et je préfère ça. Et donc, la troisième mesure, ce sera ça. Ce sera celle qui sécurise le parcours d'un adulte au travail avec des périodes d'emploi ou de formation sans perte de salaire dès l'entrée dans la vie active jusqu'à la retraite, et une retraite à 60 ans, s'il vous plaît, madame. Une dernière question. Alors vous, Président, quel serait le pays dans lequel vous iriez en premier voyage officiel? Moi, je pense que, je le dis, le premier voyage que je ferai, ce serait en Allemagne. Pour rencontrer... de façon très traditionnelle. Oui, parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Nous sommes un vieux couple. Et je pense qu'il faut rallumer la flamme. Et je pense qu'il faut rallumer la flamme et que dans un couple, on doit se respecter tous les deux. Et je considère que la France n'a pas été respectée ces dernières années, que nous avons beaucoup plié en faveur des Allemands et peu en faveur des Français. Et donc, il faut rééquilibrer nos relations. Et j'irai pour le dire en toute fraternité et en toute franchise. Merci beaucoup Fabien Roussel. Les 26 minutes sont déjà passées. Merci à vous. C'était un TGV. C'était un TGV. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.